l'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, le reprenant, déclara : « Tu n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes. » Mais lui n'a rien fait de mal, et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Et il lui dit : « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Un braquage, une fuite, une course-poursuite. Et dans la course, un gardien de la paix, touché en plein cœur, un procès aux assises et une condamnation à mort. Il avait tout pour réussir. Pourtant, sa vie bascule en un instant. Son père, Georges Fesch, représente une banque belge en France. Compositeur à ses heures perdues, il écrit des pièces de piano diffusées sur les ondes. Mais pour le fils, les échecs s'accumulent. Il n'y a pas de perspective d'avenir. Et on se concentre sur le moment présent. Alors qu'il fréquentait davantage Saint-Germain-des-Prés que la vie des saints, 70 ans après son exécution, il a fait l'objet d'un procès en réhabilitation et pourrait même être un jour béatifié. Qui est ce fils prodigue ? Cet enfant rebelle. Sa vie a fait l'objet de publications dans de nombreuses langues, sur tous les continents. Et ses écrits continuent à toucher encore aujourd'hui ceux qui trouvent en lui une manifestation de la grâce. Jacques est un enfant de l'entre-deux-guerres. Enfant, on lui a bien raconté les sombres épisodes de la Grande Guerre. Guerre qui était déjà bien loin lorsqu'il naît en 1930, le 6 avril, ce soir où l'on célèbre la Passion du Seigneur. Il a à peine 10 ans lorsque commence une autre guerre. Puis, à 15 ans, la Deuxième Guerre mondiale se termine. Il achève à peine son lycée qu'il est embarqué pour le service militaire à l'issue duquel il se marie à 21 ans avec Pierrette Polac, de laquelle il attend une fille, la petite Véronique. Dans cette grande villa de Saint-Germain-en-Laye, rien ne semble manquer pour les Fesch. Le portrait de l'illustre cardinal trône dans le salon, un arrière-grand-oncle dit-on, et on rappelle dans les discussions du dimanche la lignée napoléonienne de la famille. La famille Fesch, ce n'est pas n'importe qui. La maison est bien occupée. Monique et Nicole, les deux sœurs aînées, occupent les chambres du dessus. Les employés de maison s'affairent à maintenir ce château de manière irréprochable. Le père Georges veille à ce que tout soit réglé comme une horloge. Enfin, lorsqu'il est présent, rien ne manque, sauf cette petite Marthe, l'aînée de la famille, décédée à l'âge de 5 ans, et peut-être un peu de chaleur. La famille Fesch, c'est une famille de notables de la ville. Le père de Jacques était banquier, il était directeur de la banque belge pour les étrangers à Paris. Dans cet univers, il y a donc les parents, les 4 enfants. C'est plutôt un univers où chacun a un peu sa place, où ce sont les codes sociaux qui gèrent un petit peu les relations. Peu après son mariage, il retourne dans son fief de Saint-Germain-en-Laye. La grande maison familiale a été vendue. Le père s'est installé à Saumur et la mère occupe un petit appartement de 3 pièces. Il se rapproche de sa mère et s'installe à quelques pas. Jacques est insatisfait, il s'ennuie terriblement et tourne son cœur vers d'autres rêves, d'autres horizons. En fait, l'origine, c'est que il a mal de vivre, il veut partir. S'il n'est pas heureux avec sa femme, ça ne se passe pas bien du tout. Sa belle famille, ça ne se passe pas bien. Sa mère lui a demandé de revenir à Saint-Germain, il est revenu. Mais finalement, elle lui a donné de l'argent, mais il n'en fait strictement rien. Il s'achète une belle voiture, il est oisif, il ne fait rien du tout. De Saint-Germain-en-Laye à Saint-Germain-des-Prés, Jacques mène une vie insouciante au volant de sa Simca décapotable. Il rencontre bientôt, au détour d'une virée nocturne,
Thérèse qui lui annoncera qu'elle attend de lui un petit Gérard qu'elle confie à l'assistance publique. Entouré de ses amis, il fréquente les clubs de jazz, puis il les embarque dans des rêves fous, dans des rêves plus fous les uns que les autres. Voyager comme son père, partir à l'autre bout du monde dans les îles, d'autres l'ont fait avant. Alors, pourquoi pas lui? Ils échangent entre eux des livres d'explorateurs, de voyages, notamment Mon bateau d'Alain Gerbaud. Jacques Fesch est décidé. Il s'offrira un voilier et partira lui aussi à Tahiti. Les rêves ne sont jamais trop grands. Il se rend chez un armateur de La Rochelle pour une commande sur plan. Mais il faut bien financer son voilier. Jacques doit impérativement trouver 2 millions de francs. C'est alors qu'il élabore un plan minutieux. Réunion de préparation, repérage. Jacques se rend à Saumur, où son père habite désormais. Il ouvre le tiroir du buffet. Il emprunte le revolver. Il dépose quelques paquets de cigarettes à cet endroit, puis retourne en banlieue parisienne, accompagné de ses 2 complices. Alors, le plan qui est prévu, c'est de récupérer tout l'or. Il y avait à peu près 2 millions en or. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, pourquoi ça se passe mal? L'or n'est pas là. Toute la totalité, en fait, de ce qui devait arriver n'est pas encore là. Et Jacques perd son calme. Il sent que la situation lui échappe. Le changeur Alexandre Silberstein essaye de raisonner mon grand-père en lui disant qu'il fait une énorme erreur, qu'il va gâcher sa vie. Monsieur Silberstein a essayé de lui faire entendre raison, mais Jacques n'était plus en capacité d'entendre parce qu'il s'accrochait à la réalisation de ce projet fou. Il s'accrochait parce qu'il avait peur de n'avoir plus rien sur lequel s'accrocher. Il y a 2 complices qui seront d'ailleurs innocentés. Le premier complice est censé faire le guet dehors, bon, et l'autre l'accompagne. Mais ils pensent ou ils veulent croire que c'est une blague, qu'il ne va pas vraiment attaquer. Et quand Jacques Fesch sort son revolver, l'ami qui est là avec lui, on ne peut pas dire qu'il est complice, s'enfuit et va prévenir l'agent qui règle la circulation au carrefour de Richelieu-Drouot en disant « Venez vite, j'ai l'impression que mon meilleur ami est en train de faire une grosse bêtise ». Son ami se rend compte qu'il va se passer quelque chose. Donc il court dehors pour prévenir le policier, quelque chose. Venez vite, il y a mon copain qui va faire une connerie, venez. Mais il n'a pas le temps. Parce que Jacques Fesch donc, prend son revolver. Déjà, il ne le prend pas côté canon, il le prend côté canon contre lui, pour assommer le changeur avec la crosse du canon. Il met un coup sur le changeur, et en même temps, il se blesse la main. C'est lui qui se tire dessus carrément. Enfin, on est dans le n'importe quoi. Il se rend compte que ça a été trop loin. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il prend le pistolet, etc. Et il s'en va. Il sort, il est parti, s'est sauvé. Et puis il arrive à un moment donné, rue de Richelieu. Il voit au 9 de la rue de Richelieu un Porsche. Il rentre dans ce Porsche. Hop, une petite cour d'entrée. Et puis là, au bout, il monte les escaliers, il monte fait en haut comme ça, en attendant que les choses se calment. C'est dit comme ça, voilà. Quand il pense que justement ça se calme, il va essayer de sortir, en prenant un air aussi dégagé, libre d'esprit que possible. Dans la cour de l'immeuble, donc il y a un groupe, il y a le concierge, des voisins, des locataires et l'agent Vergne. À ce moment-là, il sort et quelqu'un dit « c'est lui, je le reconnais ». Et donc à ce moment-là, l'agent sort son arme de service et conformément à la réglementation, aux ordonnées, il dit « haut les mains ou je tire ». À ce moment-là, Jacques Fesch se retourne et tire donc à travers la poche de son manteau. Et puis ensuite, il rentre dans le métro Richelieu pour se sauver, etc. Et puis là, il est arrêté par je crois que c'est un gardien, je ne sais plus trop quoi, enfin bref, qui le neutralise, etc., qui l'assomme. C'est pour ça qu'il a ses coups après, etc. Fesch, arrêté, est conduit pour être auditionné de commissariat en commissariat. Mais au vu de la gravité des faits, il est désormais du ressort du prestigieux Quai des Orfèvres, le 36. Il explique son braquage, de toute manière. Il est pris en flagrant délit. Durant cet interrogatoire, on lui apprend que lors de sa fuite, il a tué un policier. Ce tueur de flics risque désormais la peine de mort. Ces auditions sont conservées aux archives de la préfecture de police où je me rends, afin de savoir ce qui se disait de lui au moment des faits et la manière dont il a expliqué son geste. Là, on montre le dossier de toute l'enquête policière qui a été faite au moment des faits.
Donc on a à la fois au départ des photos de la scène. En fait, quand il y a une scène de crime ou de délit, il y a l'identité judiciaire envoie une équipe de photographes. Donc là, on a les photos de la scène de crime qui ont été faites. Et ça, c'est l'intérieur du bureau de change. Et ensuite, après, on a toute la partie de l'enquête qui est réalisée. Homicide volontaire contre argent de la force de l'ordre, tentative d'homicide volontaire, vol qualifié et complicité, le déroulé des faits et les différentes auditions de Jacques Fesch. Donc le commissaire lui dit « Lorsque vous êtes sorti de l'immeuble après avoir réussi à ouvrir la porte, quelqu'un s'est interposé et a cherché à vous barrer la route. Vous devez vous en souvenir. Je ne me souviens de rien, j'étais complètement affolée et tout cela est du noir pour moi. Pourtant, un fait devrait vous aider à vous en souvenir, car vous y avez tiré à ce moment-là, ainsi qu'il résulte plusieurs témoignages recueillis. Non, je ne me souviens pas davantage, je ne peux que vous répéter que cela, c'est le noir pour moi. J'étais en effet décidée à me procurer de l'argent par tous les moyens, sans toutefois aller jusqu'au meurtre, et mon intention était d'attaquer le changeur et de me faire remettre de l'argent. Comme je ne savais pas très bien comment je m'y prendrais pour le mettre hors de combat, j'avais à tout hasard pris en même temps que le pistolet le marteau. Au moment où j'assemais le coup de crosse, une balle est partie. Je n'avais même pas appuyé sur la gâchette, pourtant. En sortant du canon, la balle m'a blessé à l'intérieur de la main droite, m'abîmant l'intérieur du petit doigt et m'écorchant la base de la paume. J'ignore quelle a été la trajectoire de la balle. Tout ce que je sais, c'est qu'au moment où je sortais du magasin, un homme se trouvait sur le trottoir juste devant m'a dit « Alors, c'est comme cela qu'on s'amuse à tirer sur les chargeurs ?» J'ai couru comme un fou, mais je ne saurais vous dire dans quelle direction. À un moment donné, quelqu'un m'a fait un croche-pied et je me suis étalée de tout mon long à terre. Je me suis relevée aussitôt et j'ai récupéré ma sacoche que j'avais lâchée en tombant. Après 3 jours d'audition, Jacques Fesch fait l'objet d'un mandat de dépôt. Il est incarcéré à la prison de la Santé, attendant pendant 3 ans son jugement. Pourquoi respecter quoi que ce soit alors que tout est chaos et inutilité? Le présent seul compte, et n'ayant aucun but ni idéal, vivons pour les sensations du moment. J'ai essayé de travailler 1 mois, et au premier échec, j'ai abandonné. Dans quel but se sacrifier puisque le chaos final engloutira tout? Non, la fuite était préférable. Et qu'y a-t-il de plus romanesque, aventureux et séduisant qu'un ami qui vous susurre à l'oreille les merveilles d'une vie libre de navigateur solitaire? Enfin, on va vivre loin des hommes qu'on n'aime pas. Ce n'est pas ce jour-là que je suis devenu un criminel, mais bien avant. Je n'ai fait que mettre en pratique ce qui était déjà latent, et parce que l'occasion se présentait. Un rien aurait pu me sauver, hélas. J'étais comme l'alpiniste, pris de vertige, qui se jette de lui-même dans le vide. Toute capacité de réflexion est abolie. Arrivé à ce moment crucial, aucune force ne serait assez grande pour faire disparaître cette obsession criminelle. Et puis, c'est le drame. On entre comme un fou, les traits hagards et l'air mauvais. J'ai commis cette agression pour rien, l'argent n'y était pas. J'ai frappé, j'ai pris les quelques billets qui étaient là, affolé, un coup de feu part tout seul et me traverse le doigt. Je cours, je passe devant ma voiture que je ne songe pas à prendre. Je fuis, on me traque, on me frappe, on crie, qu'ai-je fait? Et puis ce sont les coups de feu échangés de part et d'autre, le meurtre et l'arrestation d'une bête sauvage. D'abord, j'ai le net sentiment de ne jamais avoir vraiment été libre de choisir une voie ou une autre. Ma nature était faible, j'étais sans caractère, lymphatique, me laissant séduire par la facilité, et ayant des besoins qu'avait créés une vie qui, sans être luxueuse, était suffisamment douce pour que je ne prenne pas trop contact avec une réalité plus dure. Mais ce qui m'a surtout, je crois, enchaîné à une certaine façon de voir les choses, c'est l'éducation que j'ai reçue. Mes parents ne s'entendaient pas. Et comme l'a dit mon défenseur, il n'y a pas que chez les pauvres qu'on se bat. Il en résultait une ambiance familiale abominable, faite de hurlements dans les moments cruciaux, et de gêne et de raideur après les crises. Pas de respect, pas d'amour. Des étrangers évoluant dans un monde de misère morale.
Je savais depuis longtemps que je finirais mal. Je pressentais très clairement que le jour où il me serait donné d'être livré à moi-même, je serais incapable d'agir avec droiture. J'étais inquiet, déséquilibré et fortement malheureux. Je me suis marié parce que ma femme était enceinte, et puis aussi parce que j'ai trouvé dans ma nouvelle famille une apparence de chaleur, quelques sentiments. La vie y était infiniment plus supportable qu'à la maison. La première année de son incarcération, Jacques est enfermé dans un mutisme. Il peine à réaliser ce qu'il a fait et ce qui lui arrive. Prêtres et laïcs joueront un grand rôle dans le cheminement de Fesch. D'abord, le père Devoyaux, aumônier de la prison. Il est un bon prêtre, il a charge d'âme et visite régulièrement Jacques Fesch. Jacques doit prendre conscience de ce qu'il a fait et tourner son cœur vers Dieu. Ensuite, Dominique Force, devenu frère Thomas après son entrée chez les bénédictins à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Il a grandi à Saint-Germain-en-Laye et connaissait bien Pierrette. Lorsqu'il apprend le drame, il correspond avec Jacques, mais là encore, c'est le plus grand silence. Il sera ordonné prêtre durant l'incarcération de Jacques le 30 mai 56. Mais, sur son chemin, il y a un homme de poids qui ne le lâche pas d'une semelle. C'est son avocat maître Paul Baudet, récemment converti. Il a un temps songé à entrer à l'abbaye de la Trappe de Soligny. Il doit sauver Jacques Fesch, tout au moins son âme. Sa mère sera aussi très présente, mais elle décède en 1956. Le livre qu'elle lui fait parvenir sur les apparitions de Fatima aura une importance considérable dans sa conversion. Une autre laïque jouera aussi un rôle très précieux. Il s'agit de sa belle-mère, Marie-Antoinette Paulac, que l'on connaît sous le nom de Marinette. Elle deviendra pour Fesch une mère de substitution. Il s'adresse à elle dans ses écrits en l'appelant « chère maman ». Alors, il y a beaucoup de lettres aussi à sa belle-mère, car la maman de Pierrette, Marinette Paulac, qui en quelque sorte remplace sa maman qui est décédée au bout d'environ 1 an et demi de détention. Et alors, ces lettres-là n'étaient pas destinées à des tiers. De même que le journal était destiné à ses enfants, c'est-à-dire à sa fille Véronique et à son fils, le petit Gérard. Et donc, de même qu'il n'a pas voulu tuer Lazare Vargne, il n'a pas voulu publier non plus. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui ont en quelque sorte dépassé sa volonté. Et il a été en quelque sorte utilisé par le bon Dieu ou par la providence, comme on voudra, pour essayer d'atteindre et de toucher beaucoup d'autres gens. J'ai bien reçu hier tes 2 bonnes lettres, et je suis moi aussi heureux de pouvoir bavarder avec toi. Mon avocat revient demain de vacances. Je lui demanderai ton autorisation de visite. Dans son esprit, l'idée de délit fait corps avec l'idée de péché et l'idée de pénitence avec celle de condamnation. Il veut avant tout mon rachat moral, ce qui est bien sûr le principal. Il m'aiguillonne sur la souffrance. Selon lui, le châtiment qui m'attend est la peine capitale. Je sais bien qu'il n'en pense pas un mot. Sans cela, vivre des mois avec une menace pareille suspendue sur votre tête, il y aurait de quoi se pendre tout de suite. Remarque, c'est peut-être la meilleure façon de ne pas être déçu lors du verdict. L'aumônier, lui aussi, est admirable. Comme tous les gens simples et bons, il a quelque chose de lumineux sur son visage. Son sourire attendrirait une pierre. Il a bien sûr une grosse expérience des détenus. Il comprend leur peine et sait toucher leur âme. Je suis bien entouré. À part ça, je reçois toujours de longues lettres de Pierrette, qui a l'air de reprendre son équilibre et qui m'informe que Véronique veut aller se promener dans le ciel. L'aumônerie, c'est sans doute le partenaire extérieur le plus ancien
pour l'administration pénitentiaire avec l'éducation nationale. Et au-delà de ça, les aumôneries qui ont un rôle évidemment d'assistance spirituelle individuelle avec les personnes détenues. Tout le processus quand même de réinsertion qui est aujourd'hui une des missions fondamentales de l'administration pénitentiaire, c'est inscrit dans la loi de 2009. Ça remonte quand même à des temps immémoriaux où on parlait d'amendement, de réamendement et où la connotation religieuse était extrêmement forte. Dans un premier temps, Jacques est insensible à tout discours religieux. Il essaie de convertir son avocat à l'athéisme et de le convaincre de l'inexistence de l'esprit. Quant au frère Thomas, il n'a plus les pieds sur terre. Mais Jacques va passer de la révolte à la résignation, de la résignation à l'acceptation, puis de l'acceptation à l'offrande. La conversion de Jacques Fesch, il l'a raconté lui-même. Je dirais une conversion presque directe, sans que personne puisse en revendiquer le mérite. Il n'a pas cédé aux objurgations de l'aumônier de la prison. Il n'avait pas encore répondu au frère Thomas. Il a raconté lui-même, une nuit, après avoir appris au parloir une affaire de famille qui l'a fait beaucoup souffrir. Il souffrait, il était malheureux dans sa chambre la nuit, et deux mots sont montés en lui, mon Dieu. Presque une exclamation. Il s'est rendu compte, c'était ça l'illumination, pas de dire mon Dieu, mais de se rendre compte de ce qu'il avait dit, et que ces mots-là qui lui venaient naturellement, eh bien c'était un appel auquel il pouvait répondre. C'est ce qu'il dit, à partir de ce moment-là, j'ai cru de manière irréversible. C'est là où il faut parler aussi du frère Thomas. Le frère Thomas, donc, c'était un jeune un peu plus âgé que lui, qui habitait Saint-Germain-en-Laye aussi, et qui avait mené une vie, disons, un peu dissolue. S'était précipité à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire et y était resté. Il était en train de devenir moine, il était novice à l'époque. Et il avait connu Pierrette. Il lui a spontanément envoyé une longue lettre, qu'on a retrouvée, que Jacques Fesch a oubliée, d'ailleurs. Et Dominique Vorbes aussi. Mais on l'a retrouvée dans les papiers des affaires. Cette lettre où il lui expliquait toutes les bêtises qu'il avait faites. En disant, tu vois, moi j'ai fait encore plus de bêtises, alors peut-être pas criminelles, mais encore plus dégueulasses que ce que tu as fait toi. Et pourtant, Dieu ne m'a pas laissé tomber. C'était la première lettre dans les semaines qui ont suivi, les jours même qui ont suivi le drame de la rue Vivienne. Et à ce moment-là, Jean Fesch ne répond pas. Mais le frère Thomas garde son idée, avait envoyé quelque temps avant cette révélation que Jacques Fesch a eue au parloir, des petits mots tirés d'un Negro Spiritual. On savait que Jacques Fesch fréquentait les boîtes de nuit, on découvrait le jazz en France, au début des années 50, à Saint-Germain-des-Prés, en voyant les paroles d'un Negro Spiritual. Jésus frappe à ta porte, lui ouvriras-tu. Ma conversion s'est faite progressivement. Un jour, je me suis aperçu que j'avais de nouveaux yeux et un spectacle que je n'attendais guère s'est imposé à moi. Jadis, le vrai Dieu était pour moi une tradition sans importance. Et voici qu'il est maintenant le seul qui compte. Il est au centre du monde. Il surplombe mon être. Il m'envahit tout entier. Et ma pensée ne peut plus éviter sa rencontre. Une main puissante m'a retourné. Son action n'est pas comme celle des hommes. Elle est insaisissable et efficace. Elle me contraint et je suis libre. Fesch fait une ascension spirituelle fulgurante. Il vit désormais pour le Christ et à sa suite. Il se met sous la protection de la Vierge Marie. Il partage désormais sa cellule avec ses nouveaux amis, les saints du ciel. Il médite longuement sur la passion du Seigneur. Bientôt, les évangiles, les épîtres, les pères et les docteurs de l'Église n'auront plus aucun secret pour lui. Il les cite et les paraphrase dans ses écrits.
Il se familiarise avec les saints du Carmel dans sa petite cellule de moine. En lisant Thérèse d'Avila, il comprend qu'il doit lui aussi passer par la nuit de la foi et qu'il n'en échappera pas. Son union au Christ, pour être totale, devra être faite de purifications successives. Son chemin est tout tracé, ce sera la petite voie de sa sœur du ciel, la petite Thérèse de Lisieux. Par cette petite voie, de commencement en commencement, il s'élève vers la confiance infinie en l'amour miséricordieux du Père, même pour le pire des criminels. Il doit se relever après chaque chute. Dieu l'a bien tiré du précipice et du ravin dans lequel il est tombé. Alors, aucune chute n'est trop grande pour le bon Dieu. J'ai fini le livre de Sainte Thérèse. Quelle jolie petite sainte. Et comme elle est proche de nous, oui, il faut redevenir comme des petits enfants et faire des petites choses. L'abandon confiant, la foi sans défaillance sont leur apanage. Il faut s'y exercer. Je dois arriver à croire que Jésus m'aime d'un amour infini et que chaque peine que je ressens, lui, il la ressent beaucoup plus que moi. Par la petite voix, il faut que j'arrive à m'élever, donner de toutes petites choses qui ne sont pas trop dures. Fesch est un disciple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il a mis en pratique d'une autre manière qu'une carmélite, hein, mais en même temps, dans sa prison, c'est un peu comme dans un monastère. Hein. Il fait aussi des efforts hein, pour des petites privations hein, qu'il peut faire en prison, mais ça témoigne d'un esprit tout à fait concret, si vous voulez, qui n'est pas simplement abstrait. Hein. Et il fait toujours ça avec une grande simplicité. Ce qui l'a rattaché un petit peu à Sainte Thérèse de Lisieux aussi beaucoup. Il la considérait énormément. Il disait, j'ai posé ma main dans la main de Sainte Thérèse de Lisieux, donc je suis, voilà, tout va bien, tout va bien. Les petits événements, tout petits événements, des micro-événements dans une prison, ne pas se passer grand-chose. Mais ça peut être aussi les petits oiseaux qui viennent manger le pain qu'il leur donne sur l'appui de la fenêtre en se dressant très haut, le petit coin de ciel bleu qu'il peut voir, les conversations qu'il peut avoir le soir par les fenêtres ouvertes. C'est autre chose, Pranzini. Hein. Pranzini, il faut le replacer dans le contexte de la fin du 19e siècle et des attentats anarchistes. Et donc, Pranzini sera exécuté. Thérèse prie intensément pour sa conversion. Et cette conversion, est-ce qu'elle arrive simplement? On sait qu'au dernier moment, Pranzini baise le crucifix que lui tend l'aumônier. Voilà. Le curé d'Ars aussi, ouais, le curé d'Ars, etc. Il écrit sa vie. Il dit, mais qu'est-ce que je suis moi, par rapport au curé d'Ars? Le curé d'Ars, comme il a vécu, il avait une paillasse pour se coucher, il mangeait du pain sec, il n'y avait rien. Enfin, il avait voilà, une mode de vie. Il dit, mais moi, à côté, qu'est-ce que je vais me plaindre là? Je vais me plaindre de quoi là? Il y a aussi un autre personnage important, mystérieux, nous ne savons pas grand-chose, auquel il s'identifie. Et là, c'est le frère Thomas qui y incite, c'est le bon larron. Puisque alors, le bon larron, on l'appelait Saint Dismas. Et c'est le frère Thomas qui lui souffle cette identification, non seulement aux moines, mais encore au bon larron, parce qu'il n'y a pas eu, depuis Saint Dismas, qui a été plus ou moins porté sur les autels, comme on dit, par la piété populaire, pas par une décision d'un pape ou d'un dicaster romain, hein, mais il n'y a pas eu personne de criminel de droit commun, condamné, qui ait été béatifié ou canonisé. Dans l'église de Saint-Germain-en-Laye, où il a été baptisé, il y a une fresque derrière l'autel où il y a tous les convertis. Et c'est assez saisissant, la représentation du bon larron dans les églises, on n'en voit pas beaucoup. On voit parfois le bon larron sur la croix. Mais le bon larron dans la foule des saints, justement, se trouve dans cette église de Saint-Germain-en-Laye. Et là, on y voit un signe. Du 3 au 6 avril 1957 se tient alors à la cour d'assises de Paris le procès tant redouté. Chaque seconde de son geste
et disséqués à la barre. Des témoins défilent les uns après les autres, dressant le profil d'un homme dangereux. Nous retrouvons au tribunal judiciaire de Paris Maître Frédéric Pichon, avocat pénaliste. Lui aussi s'est intéressé de près à l'affaire Jacques Fesch. Nous lui demandons son éclairage. Comment le juge qualifie-t-il l'infraction? Jacques Fesch pourra-t-il éviter l'exécution capitale? Le juge regarde les éléments constitutifs de l'infraction. Pour qu'une infraction soit commise, il faut 3 éléments. Le premier élément, c'est un élément légal, c'est-à-dire déterminer si l'infraction elle est prévue dans le code pénal. Il n'y a pas de peine sans prévision, donc ça c'est sur le principe constitutionnel. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'élément matériel. Est-ce que le vol a été commis, c'est-à-dire la soustraction frauduleuse, ou l'homicide, c'est-à-dire un tir qui a entraîné la mort d'une personne. Et le dernier point, c'est l'élément intentionnel, c'est-à-dire la conscience du sujet d'avoir commis l'acte positif. Quelqu'un qui n'est pas responsable pénalement ne peut pas se voir reprocher une infraction. Il faut distinguer les circonstances aggravantes, j'allais dire juridiques, puisqu'il y en a plusieurs. Il a commis un braquage, c'est-à-dire concrètement, il a commis un vol avec plusieurs circonstances aggravantes qui sont en l'espèce le fait d'avoir commis un vol avec une arme, avec les risques aussi, et on va bien voir quels sont ces risques, et avec violence. Donc vous avez en l'occurrence 2 circonstances aggravantes et elles vont être accompagnées par la suite par un concours de circonstances qui sont certainement indépendants de la volonté de Jacques Fesch, mais il va rencontrer sur son chemin un policier, il va lui tirer dessus. Donc on était parti d'un simple, je ne veux pas relativiser, braquage, et qui va prendre une tournure dramatique avec un homicide volontaire, avec la qualification d'assassinat qui va être retenue. Oui, donc les circonstances atténuantes, elles résultent un petit peu à la fois du côté amateur du personnage, de la figure de Jacques Fesch, et puis aussi de la finalité. C'est quand même cette histoire de croisière, de faire le tour du monde avec le produit de son braquage, est quelque chose de puéril et d'immature, de totalement immature. On voit bien aussi dans la façon avec laquelle il va réagir dans ces circonstances. On a quelqu'un qui n'a pas de sang-froid, on a quelqu'un qui a peur, et je pense que c'est cette peur qui va le déterminer, après avoir essuyé 5 coups de feu de la part du policier, à sortir son âme et à tirer, avec les conséquences dramatiques qui vont l'amener à être condamné à mort et qui vont amener ce policier malheureusement à mourir, laissant derrière lui une petite fille de 4 ans. Le procès, c'était terrible, hein. C'est-à-dire que voilà, il était démonté, hein. Pour le commun des mortels, c'était le voyou. Mais l'affaire était présentée comme ça. Moi, quand j'ai découvert cette histoire, la tête de Jacques Fesch, bon, elle n'a pas une tête de voyou, mais bon, je me dis oui, vu ce que j'ai lu, moi, dans un premier abord, je me dis, mais c'est qui ce type? C'est un monstre, c'est un fou, enfin voilà, hein. Et là, je découvre qu'il n'a jamais eu aucune condamnation, il n'y a jamais rien eu du tout, jamais. Il était... Voilà, paumé. Et puis, ce qu'il faut aussi surtout savoir, c'est que quand il arrive aux assises, les 4, 5, 6 avril 1957, il a déjà passé plus de 3 ans en prison. Il s'est déjà tourné vers Dieu. C'est plus le même homme. C'est fini. L'homme que l'on juge, c'est pas l'homme qu'on a arrêté. C'est 2 personnages différents. La cour d'assises ne retiendra aucune circonstance atténuante. La pression des syndicats de police est forte à 3 jours de la visite de la reine Élisabeth. Il menace de faire grève si la Cour ne condamne pas Fesch à la hauteur de son acte. Le verdict tombe. Ce sera l'exécution capitale pour Fesch. Ses 2 amis sont disculpés. Universitaires, hommes de médias ont bien compris le cas Jacques Fesch et tentent par tout moyen de le sauver en demandant au président René Coty la grâce présidentielle. Des milliers de lettres parviennent à l'Élysée. Alors en 1957, Max Plouffoché, dans son émission Au fil de la vie, il a demandé, il a exposé le cas de Jacques Fesch en demandant justement que l'opinion publique prenne conscience de cette réalité et demande la grâce auprès du président René Coty pour justement essayer de sauver Jacques Fesch. Cette émission va connaître un écho assez important, puisque de nombreuses personnes qui vont y assister vont
et écrire des lettres pour demander la grâce au président Coty. Donc il y a plus de 5000 lettres qui vont être envoyées. L'Élysée va recevoir effectivement des lettres pour demander la grâce de Jacques Fesch. Et lorsqu'on a demandé à Max-Paul Fouché quel était le sujet de sa prochaine mission, il a dit qu'il allait continuer à demander la grâce de Jacques Fesch. Et on lui a, c'était l'époque de l'ORTF, à ce moment-là, on lui a signifié qu'il n'y aurait pas de prochaine émission et il a été coupé d'antenne. L'ennemi le plus acharné de Jacques Fesch au moment du procès n'est pas le procureur. C'est l'avocat des parties civiles, l'illustre maître René Floriot. Et René Floriot a fait quelque chose qui a fait condamner Jacques Fesch, à mon avis. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire l'amalgame entre la préméditation de l'attaque de M. Silberstein, le changeur, et l'assassinat de l'agent Vergne. Alors que, dans le cas de Jacques Fesch, oui, il avait prémédité l'attaque du changeur d'or, bien sûr. Mais il n'avait pas prémédité le meurtre de l'agent Vergne, qu'il a tué dans la panique, à travers la poche de son manteau et sans ses lunettes, alors qu'il était myope. Alors que l'agent lui-même a vidé son chargeur. Sa main s'est crispée sur la gâchette, apparemment. Le malheureux agent Vergne a été touché d'une seule balle, de l'unique balle qu'ait tirée Jacques Fesch, en plein cœur. Il était à la prison de la Santé. Dans un premier temps, il a été au sein de la cellule 88, et puis après, il a été au sein de la cellule 18. Il a changé à un moment donné de cellule. Il avait un rapport avec les autres prisonniers dans le cas de la promenade. Il faisait une promenade dans une cour fermée. Il a son voisin de cellule qui s'appelait André Hirt, avec qui il va parler. En fait, ils ne se voyaient pas, mais ils étaient l'un au-dessus de l'autre. André Hirt a promis à mon grand-père, à Jacques Fesch, de voir sa fille, ce qui se produira puisque il rencontrera donc ma mère Véronique, la fille de Jacques, il la rencontrera plus tard. Lors du procès, il demande pardon à la mère de l'agent Vergne, qui n'est pas dans l'état de recevoir son pardon parce qu'elle est dans la douleur, elle est dans la souffrance d'un père de son fils. Donc elle ne veut pas l'entendre, mais il formalise, il exprime ce pardon à la mère de Jean-Baptiste Vergne lors du procès. Il y a la reconnaissance du petit Gérard qu'il formalise. Il y a le journal qu'il dédie à sa fille Véronique, qu'il lègue pour sa majorité. Il y a le mariage religieux avec son épouse Pierrette. Après le mariage civil en 1951, il fait en sorte qu'il y ait un mariage religieux, ce qui est assez inédit pour le cas d'un condamné à mort. Donc en fait, il fait en sorte de racheter tout ce qu'il peut racheter, d'apaiser tout ce qu'il peut d'apaiser. Il fait en sorte de mettre en ordre tout ce qu'il peut mettre en ordre. Christian a bien connu Jacques Fesch. Alors qu'il était gendarme, il doit rentrer en urgence d'Alger pour remplacer les surveillants de la santé en grève. Désormais installé à la campagne près de Limoges, alors qu'il organise une fête de village, il aperçoit sur une pile de disques un livre d'un certain Gérard. Ils sont à quelques mètres, lui avec son accordéon et Gérard avec sa trompette. Une rencontre inattendue pour celui qui est encore bouleversé par ce prisonnier peu ordinaire qu'il surveillait à l'époque. Nous avions pour mission d'observer dans la prison de la Santé, par l'œilleton de sa cellule, un prisonnier qui attendait l'exécution, bien entendu. Il y avait de la curiosité, bien entendu, mais moi, quand même, voir un condamné à mort, ça me chagrinait un peu. Quand je passais devant la cellule de Jacques Fesch, je n'ai jamais vu son visage. Jamais. Jacques Fesch était sur un banc. Et tous les 3 jours que je passais devant cette cellule, que je regardais par curiosité, que je voulais voir comment il était, je n'ai jamais vu son visage. Qui, à mon avis, à moi-même, je disais à ma femme en rentrant, je disais, mais dis donc, j'ai encore vu Jacques Fesch, tu as vu son visage, il est bien, j'ai pas vu son visage. Il semblait, dans ma tête, moi, il méditait son acte, quoi.
Ils devaient se dire qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué un flic. Quand j'entendais ça, déjà faut pas. Moi j'avais tellement été marqué. Il avait tué, oui, il avait tué un père de famille. Bon, bah, c'est pas bien sûr, on va pas le féliciter, mais moi ça me choquait beaucoup. C'est pour ça il y a tout de suite des sentiments d'amitié qui sont nés instantanément avec le fils, avec Gérard. En août 57, Jacques Fesch entreprend l'écriture de son journal. Ma petite fille chérie, ceci est mon journal, tout mon bien que je te lègue, à défaut d'autres biens, et que les pères ont coutume de donner à leurs enfants. Ce que j'ai, je te le donne, pour le jour où, devenue une femme, tu pourras par ces lignes suivre la vie de celui qui fut ton papa et qui n'a pas cessé de t'aimer un seul instant. Quelles idées peuvent-elles bien trotter dans ta petite tête de 6 ans? Tu es si belle, Véronique. Puisse la vie te bénir. Les différents recours, procédures d'appel, demandes de grâce n'aboutissent pas. Il faut la tête de Fesch. On était dès le départ dans une démonstration de vouloir faire un exemple. Pour vouloir faire un exemple, il fallait obtenir la tête de Fesch. Quels que soient les arguments ou les éléments qu'on puisse apporter à cette logique, qui est une logique de mort en fait. Il faut obtenir l'exécution de quelqu'un, sa tête, sa mort. Eh bien, cela va dissuader d'éventuelles autres personnes de commettre des actes similaires. Dans son cheminement spirituel, dans sa volonté de rédemption, il va effectivement vouloir être dans l'acceptation, dans le don de sa vie, en réparation effectivement de ses propres fautes, mais également plus largement dans un but rédempteur plus large. Jésus veut mon adhésion totale, ma soumission complète à sa volonté, afin qu'il puisse se donner tout entier à moi et que ma mort soit rédemptrice. C'est ainsi que beaucoup d'épreuves, qui semblent catastrophiques pour ce monde, ne sont que grâces qui amènent les hommes dans un état... Le président Coty, en fait, est dans un registre purement institutionnel. Il l'a dit à l'avocat Jacques Fesch, à maître Paul Baudet, que vous direz à votre client que je suis touché par le chemin qu'il a accompli en prison. Son parcours me touche, mais qu'en tant que président, par devoir, je ne peux pas me permettre de lui accorder sa grâce. Et c'est pour cette raison qu'à un moment donné, il va effectivement entrer dans une dimension autre, où il va entrer dans un état d'esprit qui va faire qu'il va totalement donner sa vie en rémission effectivement de ses fautes, de ses péchés. Cher maître, faites tout ce que votre devoir vous impose, afin que votre conscience soit en paix. Mais je ne serai pas gracié. D'autre part, si je l'étais, je serais profondément troublé, car à 2 reprises, Dieu m'a dit « Tu reçois les grâces de ta mort ». Quelques jours avant sa mort, maître Paul Baudet annonce à Jacques Fesch la date de son exécution. J'ai récité mon chapelet. Quelle paix, quelle extraordinaire lucidité d'esprit. Je me sens léger et toute crainte est pour le moment écartée. Je ne suis pas seul, mais mon Père est avec moi. Plus que 5 heures à vivre. Dans 5 heures, je verrai Jésus. Qu'il est bon notre Seigneur. Il n'attend même pas l'éternité pour récompenser ses élus. Il m'attire déjà tout doucement à lui, me donnant cette paix qui n'est pas de ce monde. Je viens de réciter encore un chapelet et je parle avec Jésus et la Sainte Vierge, comme avec un père et une mère. La paix m'inonde et mes prières coulent comme du miel. Bon Jésus, qui a tant souffert pour moi et qui porte encore presque toute ma douleur. Heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne sera jamais confondu. La paix est partie pour faire face à l'angoisse. C'est abominable. J'ai le cœur qui saute dans la poitrine. Sainte Vierge,
ayez pitié de moi. Je crois pourtant qu'avec un peu de volonté, j'arriverai à surmonter cette angoisse, mais je souffre quand même. Je crois que je vais arrêter ce journal là où il en est, vu que j'entends des bruits inquiétants, pourvu que je tienne le coup. Sainte Vierge, ayez pitié de moi. Fesch et son avocat se sont agenouillés et ont communié. En passant la porte, Fesch a embrassé le crucifix que lui tendait le prêtre. 2 secondes après, on entendait le bruit de la guillotine. Fesch est mort avec un grand courage. Ils ont mis, ceux qui ont installé la guillotine, ont mis un grand drap noir sur la guillotine. On n'a rien vu, on n'a pas vu l'exécution, j'ai pas vu la tête tomber. Et ça n'a pas duré très longtemps. La scène a duré, je sais pas, peut-être, je sais pas, 20 minutes, même pas une demi-heure, je crois. Moi, j'étais ému, mais aux larmes. Et puis, je suis rentré à la maison. Une femme m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? On m'a dit, tiens-toi bien. Je viens d'assister à une exécution capitale. On se retrouvait au début de saison, donc du côté de Gap, pour faire un gala. Et puis la chanteuse de l'orchestre était partie, juste pendant les vacances, au Mozambique. Et dans l'avion, elle avait trouvé un article de presse, l'Express. Elle l'avait rangé dans une enveloppe, et à la fin du gala, elle me dit, Gérard, me donne cet article, elle me dit, je te demande de lire ça jusqu'au bout. Je dis, ah bon, je sais quoi. Enfin bref. Je ne pas l'article, la pianiste de l'orchestre vient me voir et me dit ouais Gérard, lis l'article jusqu'au bout, voilà. Bon, je ne sais pas ce que c'était, enfin bref. Et puis sur la route du retour, je prends l'article, j'ouvre l'article, je vois le cardinal Lustigier sur les jeunesses chrétiennes, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça ne m'intéresse pas du tout, ce truc-là. Puis on fait allusion à Jacques Fesch, que j'ignore, que je ne connais pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je sais qu'elle était quelqu'un de très croyant, etc. Puis elle savait que je cherchais un peu mes origines. Voilà, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Et puis voilà, en fait, j'arrive à la maison, et puis je dis, bon, ça m'intéresse pas du tout. Et puis, avant de m'endormir, je me dis, mais comment ça se fait qu'elle a insisté comme ça? Je prends l'article, et je commence à lire. Alors, je vois, on parle de Jacques Fesch, qui a tué un policier, etc., on a guillotiné, et on envisage donc de le béatifier. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, puis je vais jusqu'à la fin de l'article. Comment est-ce qu'on a retrouvé Gérard? En un sens, je dirais c'est ma faute. Quand j'ai écrit le livre dont je vous ai parlé, que m'avait demandé de faire Lustiger avec Bernard Goulet, on a eu droit à un grand reportage dans l'Express. Et à ce moment-là, le petit Gérard, il s'appelait Drognou à l'époque, et un jour, donc je me rappelle très bien, j'ai reçu un coup de fil, je me suis dit, je me présente, je suis Gérard, le fils de Jacques Fesch. Effectivement, pourquoi pas, donc je l'ai reçu. Et dès que j'ai ouvert la porte, j'étais sûr que c'était lui. Par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le fils dont le maire a été insulté. Je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Les JMJ de Denver en 1993 sont un très grand souvenir pour moi. Et pendant ces JMJ, il y avait une très grosse délégation d'Île-de-France. Et nous avons eu une célébration pénitentielle au cours de laquelle il a parlé de la miséricorde du Seigneur qui peut transformer les vies, même les plus cabossées, comme il aimait à dire, celle de Jacques Fesch, par exemple. En fait, pour le cardinal Lustiger, ce qui était important sur cette figure de Jacques Fesch, c'était de faire comprendre que la sainteté, ce n'est pas
une sorte de diplôme donné à une vie qui aurait été continuellement parfaite, mais la contemplation de la sainteté de Dieu à l'œuvre dans une vie marquée par le péché. Et au cours des JMJ de l'an 2000, le cardinal a prêché devant des milliers de jeunes rassemblés dans un stade au nord du centre historique de Rome. Et un de ses thèmes a été cela. Les saints de l'Évangile, comme Marie-Madeleine, comme quelques autres, les saints dans l'histoire, qui sont des hommes et des femmes blessés par la vie, blessés par le péché, mais que l'Esprit Saint vient transformer pour qu'ils puissent rendre témoignage à la sainteté de Dieu. La sainteté des saints, ce n'est pas d'abord leur sainteté, mais c'est la sainteté de Dieu à l'œuvre dans leur existence compliquée. Il y a tout cet itinéraire de vie, et puis de découverte approfondie du Christ, et puis de transformation de son cœur, de disposition de pénitence aussi au fond de son cœur. Mais ce qui est important avec un saint, c'est non seulement ce qu'a été sa vie, mais le témoignage qu'il rend, et la manière dont il peut toucher les cœurs. Et donc aujourd'hui, pour tous les prisonniers, alors même que dans le cadre du jubilé, le pape souhaite que nous soyons particulièrement attentifs aux prisonniers, comme l'Évangile nous le demande d'ailleurs, eh bien, pour tous cela, un itinéraire de conversion est possible, un itinéraire de sainteté est envisageable. Il ne s'agit pas de faire comme si des crimes n'avaient pas été commis, il ne s'agit pas de remettre en cause les jugements de la justice et la légitimité de peines de prison, mais pour tous ceux qui sont marqués par des ruptures, des blessures, des actes maléfiques, eh bien, un chemin de sainteté est ouvert. Alors, si vous voulez, la figure de Jacques Fesch, pour le moment, elle n'est pas encore très connue. On essaye, nous, l'équipe de l'aumônerie catholique, de faire en sorte qu'elle soit connue, appréciée et méditée par les détenus. Il est mort en 1957. Vous voyez, donc ça paraît très très lointain pour les détenus actuels, et pourtant il y a tellement de choses actuelles et d'expériences actuelles à tirer de la vie de Jacques Fesch. Tout homme a en lui une part de beau, une part d'éternel, et Jacques Fesch nous montre que quels que soient les actes qu'on a commis, que lui a commis, que chacun de nous peut commettre, eh bien, il y a une rédemption possible, il y a un pardon possible, et il y a une transformation possible. Et en ce sens-là, le message de Jacques Fesch, la vie de Jacques Fesch, est totalement actuel pour les détenus ici. Il n'y a pas que l'Église qui s'intéresse à ce condamné. De son côté, avec le soutien de Maître Spinozzi, Gérard a saisi la chambre criminelle de la Cour de cassation pour demander la réhabilitation de son père. Je le retrouve au palais de justice de Paris, à l'issue de cette audience unique. Ça fait plus de 5 ans que nous travaillons sur ce dossier, puisque avant de pouvoir saisir la Cour de cassation, ce que nous venons de faire, il a fallu créer les conditions de cette action. Auparavant, notre droit n'autorisait pas un condamné à mort à demander sa réhabilitation, donc nous avons dû obtenir un changement de la loi, et donc cela a pris beaucoup de temps pour arriver aujourd'hui devant des juges qui puissent décider ou non si l'on peut pardonner à Jacques Fesch pour le crime pour lequel il a été condamné. Le 15 octobre, en la fête de Thérèse d'Avila, la Cour de cassation a rendu son verdict. Fesch ne sera pas réhabilité. N'était-ce pas son vœu que de s'offrir et d'accepter cette sentence? Gérard, quant à lui, est bien déterminé à poursuivre son combat pour l'honneur de son père et exerce les différents recours qui lui sont offerts. When my heart was young and gay, gone are my friends from the cotton fields away, gone from the earth to a better land I know. I hear those gentle voices calling.